Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur ce sujet de centrale qui est tombé en 2018 qui s'appelle la raie H1 à 21 cm et donc c'est un exercice classique de force centrale au sein d'un noyau d'hydrogène. Donc allons-y, dans la première partie ce qu'on veut faire c'est étudier l'atome d'hydrogène sous son modèle classique. Donc on vous dit qu'on prend un référentiel grand R qui est centré sur le proton, qui est considéré comme fixe parce qu'en fait il est bien plus lourd que l'électron qui gravite autour. On considère le référentiel galiléen et on note la distance r entre le proton et l'électron. On s'intéresse également au moment cinétique de l'électron par rapport à l'origine, donc par rapport au proton qui est noté L. La première question qu'on vous pose ici, c'est de rappeler l'expression de la force électrostatique qui s'exerce sur l'électron. Ça c'est du cours. Donc ici, lorsque vous avez un électron comme ça, j'ai noté ER, le vecteur radial dans la base cylindrique ou polaire habituelle. Donc la force qui s'exerce sur l'électron, c'est moins E carré sur 4pi epsilon 0 R2 selon ER. On vérifie toujours, lorsqu'on a des forces comme ça, le sens de la force. Vous avez un proton et un électron. C'est une force qui est attractive parce qu'on sait que les plus et les moins s'attirent et donc elle va dans cette direction-là. Donc c'est bien selon moins ER. Donc voilà pour cette petite question introductive. Alors ensuite, on nous demande de déduire l'expression de l'énergie potentielle électrostatique en choisissant le 0 quand R tend vers plus l'infini. Là, la formule qu'il faut utiliser, c'est F est égal à moins grade de EP. Donc on est en symétrie sphérique ici, et on peut projeter selon l'axe ER, et ça nous donne FR est égal à moins DEP sur DR. Si on intègre ce truc-là, ça nous donne que l'énergie potentielle, c'est moins E carré sur 4pi epsilon 0 R, plus une constante. On a dit que la constante, elle est nulle à l'infini. Donc vous voyez, quand R tend vers plus l'infini, ce truc-là, hop, tend vers 0. Donc ma constante est forcément 0. Faites super attention dans ces trucs de F égale moins grade de EP. Vous avez un moins à la force, un moins ici. Donc faites attention aux signes. On a vite fait de se tromper de signe dans ce genre de questions. Ensuite, quelque chose de très classique, on nous demande aussi quand on a des forces centrales, c'est de montrer que le mouvement est plan. Donc pour ça, il y a une seule méthode, il faut utiliser le théorème du moment cinétique, c'est ce qui va permettre de trouver le fait que le mouvement est plan le plus simplement. Et donc tout d'abord, on commence en général les questions d'électrostat par on néglige le poids lorsqu'on considère les interactions électrostatiques entre les particules. En fait, c'est une question d'ordre de grandeur, vous avez peut-être vu ça en cours avec vos professeurs. En général, pour ces particules-là qui ont une masse très faible, les électrons, les protons, le poids est négligeable par rapport aux valeurs qu'on connaît des champs électriques et champs magnétiques. Donc si j'applique le théorème du moment cinétique ici, ça nous donne dérivée du moment cinétique qui est égal à OM vectoriel F, et F c'est une force centrale. Donc F il est collinéaire à OM, et donc tout ça c'est nul. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que L, c'est une constante du mouvement, vous voyez, et donc, comme ce truc-là, en fait c'est le plan du mouvement, vous voyez, OM et V ils sont dans le même plan ici, et donc ça veut dire que votre mouvement, il est dans un seul plan. Donc la trajectoire ici est plane. Ensuite, on nous demande de déterminer l'énergie mécanique de l'électron et de la mettre sous une forme qu'on reconnaît bien normalement, donc c'est la forme avec l'énergie potentielle effective. Donc c'est quelque chose de très classique aussi dans les histoires de force centrale, que ce soit pour les atomes ou pour les planètes. Donc l'idée, c'est que vous avez l'énergie cinétique qui est liée au mouvement, qui est circulaire ici, hop, et vous avez une autre énergie qui est l'énergie potentielle effective. En fait, le but de cette manœuvre, c'est de se ramener à une dimension pour pouvoir ensuite étudier le signe de l'énergie et les différents mouvements possibles. Donc c'est toujours la même méthode. Ici, c'est l'énergie potentielle qu'on a calculée tout à l'heure. L'énergie totale mécanique, c'est EC, donc qui dépend de R, mais également de θ, plus l'énergie potentielle qui dépend de R. Donc mon énergie cinétique ici, c'est 1 demi m r point carré, plus 1 demi m r carré θ point carré en coordonnées polaires. Et donc là, je vois que le truc que je vais devoir mettre dans mon énergie potentielle effective, ça va être ça. Ça va être 1 demi de me r carré θ point carré. Et vous voyez que ce truc-là, il dépend encore de θ. Moi, a priori, on nous a demandé de mettre l'énergie potentielle sous la forme EPF de R uniquement. Donc il faut se débarrasser en fait de ce R point θ point carré. Donc pour ça, c'est toujours la même chose aussi dans les problèmes de force centrale, on utilise la conservation du moment cinétique pour éliminer θ. Donc on a dit que L c'est MEOM vectoriel V, et on a vu tout à l'heure que ce truc-là se conserve. Quand coordonnées polaires V c'est R.ER plus Rθ.Eθ, OM c'est RER, et donc je peux exprimer mon moment cinétique en fonction de ça, et je trouve que c'est ME
R carré θ point selon EZ. Donc ça me permet d'isoler θ point, et je vois que θ point, c'est la norme de L divisée par ME R carré. Donc ensuite, je peux le remplacer dans l'expression que j'ai eue tout à l'heure, et donc, ça me donne cette expression pour l'énergie potentielle effective, et que je me suis débarrassée du θ, donc ça me fait 1/2 de norme du moment cinétique au carré sur MER2, moins E carré sur 4pi epsilon 0R. Et donc là, je retrouve bien EP de R. Donc voilà la formule que j'ai pour l'énergie potentielle effective. Ensuite, on nous demande de donner l'allure de la représentation graphique de EPF de R. Donc il faut regarder un peu ce qui se passe pour différentes valeurs de l'énergie mécanique et du moment cinétique. Donc l'idée, là vous voyez, si ce truc-là est non nul, lorsque je tends vers 0, je suis équivalent au terme de plus haut degré, ici. Et lorsque je tends vers l'infini, c'est l'autre qui va l'emporter. Donc c'est le 1 sur R qui va l'emporter ici. Et donc ça me permet de voir un peu ce qui va se passer, notamment en termes de signes. Vous voyez que quand je vais être proche de 0, je vais avoir quelque chose qui est positif, et quand je vais être vers plus infini, je vais avoir quelque chose qui est négatif. Et donc voilà l'allure de la courbe qu'on va avoir si L est non nulle ici. C'est quelque chose d'assez classique, normalement ça doit vous parler un peu ce truc-là. Donc là on est bien positif, et là c'est vrai que j'ai pas trop bien représenté sur le graphe, mais on est toujours négatif. Là on a la forme moins 1 sur R. Donc les positions qui sont permises pour l'électron, c'est EPF plus petit que E. Et donc l'énergie qu'on donne au départ, l'énergie mécanique au départ, elle va déterminer en fait la nature du mouvement. Donc voilà différents cas de figure. Si j'ai E qui est supérieur à 0, en fait je vais avoir toutes ces positions-là qui sont permises, donc je vais en avoir une infinité ici. Si par contre j'ai une énergie ici qui est inférieure à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être bloqué en fait à un certain moment, donc je vais avoir une trajectoire elliptique. Je vais pouvoir aller comme ça par exemple, et je ne vais pas pouvoir aller plus haut que ça. C'est un mouvement elliptique. Et donc, du point de vue du vocabulaire, les états libres ici, c'est des mouvements qui sont hyperboliques. Ici, on est elliptique. Si jamais on est pile à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul rayon permis, dans ces cas-là, on est circulaire. Et si on est là, hop, on peut s'éloigner autant qu'on veut à l'infini, donc on dit que c'est un état de diffusion. Si je prends le cas L égale 0, maintenant, vous voyez que par rapport à, hop, notre énergie potentielle effective, ce terme-là va disparaître. Donc, on va trouver une forme en moins 1 sur R. Et donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, de la même manière, ici, si l'énergie mécanique est positive, je vais avoir un état libre. Je vais avoir toutes ces positions-là qui sont permises. Je vais même pouvoir me rapprocher autant que je veux du noyau. Sinon, hop, là, j'ai un état lié. Donc, je vais pouvoir uniquement aller dans ces positions-là. Donc, on nous demande ensuite à quelles conditions sur L et E une orbite circulaire est possible. Donc ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure lorsque je vous ai parlé des orbites circulaires. Et donc, on demande de calculer le rayon R de l'orbite. Donc, l'idée pour les rayons circulaires, c'est ce que je vous ai montré. Le moment où j'ai un seul rayon possible, c'est ça. Et donc, pour que ma particule, elle soit forcée de rester selon ce rayon-là, il faut forcément que son énergie mécanique, elle soit là. Vous voyez, elle est pile au creux de l'énergie potentielle effective. Et donc, pour ça, on peut calculer ce qui se passe. On sait que ça, c'est l'énergie minimale, en fait. Forcément, je suis au minimum d'énergie. Donc, je calcule ici le minima d'énergie potentielle. Donc, j'ai 2D sur dr de l'énergie potentielle effective, qui est moins L carré sur MER3 plus E2 sur 4pi epsilon 0 R2. Donc, j'annule ce truc-là. Ça me donne cette expression-ci. Et donc là, il me suffit d'isoler pour trouver R0. Et je trouve 4pi epsilon 0 L au carré sur MEE carré. Donc ça, c'est le rayon de mon orbite. Une fois que j'ai ça, je peux voir ce qui se passe pour l'énergie. Comme mon mouvement est circulaire, j'ai R point qui est nul. Et donc, mon énergie, elle est égale à l'énergie potentielle effective. Et donc, voilà, là, j'ai juste remplacé pour les calculs. J'ai tout remplacé les R par des R0. Il y a des choses qui se simplifient. Ici, vous voyez, vous avez des M, des L qui se simplifient si je remplace le R0 là. Et donc, à la fin, je trouve E qui est égal à moins MEE4 sur 16 pi carré epsilon 0 carré L2. Donc là, vous remarquez que vous avez E qui est négatif. C'est normal parce que vous avez un état lié. Et si je remets le petit schéma ici, vous voyez, on avait dit, là, on est ici. Mais forcément, ici, on est forcément au minimum de la courbe. Et donc là, on voit qu'on a bien une énergie qui est négative. Donc c'est plutôt rassurant. Et donc, enfin, on nous demande de dessiner la trajectoire de l'électron si L est nul.
Donc dans ces cas-là, vous voyez, hop, on est dans ce cas de figure-là. On se rapproche de plus en plus vite ici du noyau. Et donc dans ces cas-là, la trajectoire, c'est une trajectoire qui est rectiligne. Hop, je me rapproche du noyau de plus en plus vite. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un peu bizarre parce que là, vous allez arriver au rayon du proton. Et c'est pas normal que mon électron il puisse aller à l'intérieur du proton. En fait, là, c'est une vue de la mécanique du point. On a considéré que le proton c'était un point, l'électron c'était un point, mais en réalité, ils ont chacun un volume. Ils sont chargés. Donc en fait l'énergie cinétique elle n'est pas tout à fait infinie ici en pratique. Ce qui va se passer c'est que cette force d'interaction électrostatique plutôt, quand on va être à courte portée, il va y avoir d'autres interactions qui vont prendre le relais par rapport à ça. Et du coup il faudrait prendre en compte la sphère qui représente l'électron, qui représente le proton. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile de faire cet exo. C'est un exo super classique de force centrale qui vous permet de vous exercer en conditions concours, même si vous êtes en sup. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à me dire qu'est-ce que vous aimeriez traiter dans de prochaines vidéos. À bientôt!